Vostra. La publicité ciblée, derrière, il y a des avantages et ce n'est pas le mal personnifié. Ouais. Et ce n'est pas parce que effectivement on suit avec le third party cookie que l'usage derrière est abusif forcément. Et c'est vraiment, oui, cette dichotomie, comme tu dis, c'est qu'il y a du bon, il y a du mauvais, et malheureusement on a tendance à voir le mauvais parce que bon, c'est ce qui est plus ennuyeux pour le consommateur. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margarita Zlatkova. Margarita, bonjour. Bonjour François. Margarita, tu es Head of Programmatic Advertising chez Weborama. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est Weborama. Alors, pour ceux qui suivent régulièrement pas Weborama, mais Mediarama, ça, les noms se ressemblent. T'es déjà passé entre guillemets derrière ce micro puisqu'on avait animé une table ronde à la Presse au Futur l'année dernière sur la fin du cookie, et voilà, ça avait été une belle rencontre. Donc j'avais salué ton professionnalisme et je m'étais dit ce serait cool de faire un épisode avec toi. C'est le cas, c'est fait. Aujourd'hui on enregistre ensemble pour revenir un petit peu dans cet épisode sur le marché de la publicité, les évolutions réglementaires, techniques, tout ce secteur, la ad tech, qui est honnêtement un truc que je maîtrise moins parce que c'est vraiment une industrie qui s'est complexifiée, qui est très technique et voilà, et que tu connais bien parce qu'en plus, par ailleurs, en dehors de ton rôle chez Weborama, tu es membre de l'IAB. En tout cas, tu fais partie d'une task force, la Cookieless Task Force à l'IAB. Donc, tu pourras nous expliquer aussi ce que c'est l'IAB. Ce sera peut-être une première introduction, qu'on comprenne bien. Voilà, donc on va parler publicité, on va parler fin du cookie, on va parler consentement, on va parler pub, on va parler de plein de choses. Et je suis ravi de faire cet épisode. Merci beaucoup François. Ravi également d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben écoute, merci. Donc ton parcours, je le disais, Head of Programmatic Advertising chez Weborama. Peut-être, je pense pas qu'on ait beaucoup parlé de Weborama ici. C'est vrai que la publicité, je l'apporte un petit peu moins, et pourtant c'est un secteur qui va bien. On se le disait un peu en off avant de démarrer l'épisode. La publicité digitale va très bien. Grosso modo, les années un peu de crise sanitaire, etc., où ça avait plongé, on se souvient, on en a parlé quand même avec des éditeurs, les revenus avaient plongé, sont revenus très fort, beaucoup de croissance. Là, je lis donc sur un article du blog du modérateur, il y a donc une étude qui est sortie, réalisée par le SRI, voilà, l'Observatoire de l'e-pub, c'est sorti il y a quelques jours, donc sur le blog du modérateur, les recettes de publicité digitale sont en forte croissance de plus 24% sur l'année 2021 et plus 29% par rapport à 2019. Donc on est quand même sur une vraie grosse croissance, hein. C'est pas une croissance organique. Quelques chiffres à retenir, le search, croissance de près de 30% et qui représente 42% du marché. Donc autant dire que ça, c'est quand même capté par Google directement. Le search, hein, c'est la grosse part du gâteau. Le social, croissance de 22% pour 26% du marché. Le display, très forte croissance, la plus forte croissance d'ailleurs, c'est 31% pour 20% du marché. Et après, c'est tout ce qui va être affiliation, emailing, comparateur. Un peu moins de croissance, 8%, mais qui représente quand même 12% du marché, donc soit près de 900 millions d'euros, puisque j'ai pas donné le montant, mais les recettes de la publicité digitale, c'est près de 8 milliards d'euros. Donc c'est un énorme marché, hein, évidemment, en croissance, tiré par les GAFAM. Et dans tout cet écosystème, il y a des acteurs, dont Weborama, un acteur français. Est-ce qu'avant qu'on parle peut-être plus de toi, de ton rôle, etc., tu peux nous dire en quelques mots ce que fait Weborama et peut-être ton rôle en parallèle là-bas? Bien sûr. Weborama est un spécialiste de l'intelligence artificielle sémantique.
on développe des algorithmes qui permettent de faire un meilleur ciblage en se servant justement des contenus lus par les internautes dans une optique totalement et brand safe, mais également aussi respectueuse de la vie privée de l'internaute, puisqu'on ne collecte pas d'informations directement sur lui, sur son comportement, sur les sites sur lesquels il passe. On se base uniquement sur les contextes qu'il lit, sur les textes qu'il consulte sur Internet. Et à partir de là, en fait, cette intelligence artificielle sémantique, elle est mise au service de la connaissance client, la compréhension des consommateurs, à la création de segments spécifiques custom qui sont activés au travers de campagnes publicitaires. Et tout ça pour le compte d'un client ou c'est mutualisé? Parce qu'on peut entrer un peu dans le détail, on a justement un peu l'avantage d'avoir un peu le temps de bien comprendre. Tout ça, ça se passe pour votre client. Alors, Mediarama, c'est des médias, mais vous travaillez évidemment avec d'autres types d'acteurs, hein, puisque le principe un peu de la publicité, plus elle est affinitaire, plus elle fonctionne, ça marche dans plein d'industries. Mais là, moi, pour les médias, ce qui m'intéresse, c'est que tout ça se fait pour un de vos clients ou c'est mutualisé entre tous les clients? Alors, il y a plusieurs cas d'usage. En fait, nos clients sont tous les acteurs du marché, les éditeurs, les annonceurs, les adtech également aussi avec lesquels on travaille. Concernant le côté média, en fait, les éditeurs avec lesquels on travaille, effectivement, en général, on les aide à constituer leurs assets data de manière à pouvoir, eux, apporter plus de valeur à leurs inventaires. Et donc, créer justement des packages de médias plus data et mieux monétiser leurs inventaires, donner encore plus de valeur au contenu qu'ils créent au quotidien. En fait, nos outils sont adaptés autant pour un seul client, par exemple un éditeur ou un annonceur, comme à tout le marché, puisque nous avons une base de données sémantique qui, elle, est disponible à tous les acteurs du marché, qui peut être accédée par n'importe quelle société, que ce soit un acheteur ou un éditeur directement. Et quand tu dis une base de données sémantique, là, c'est vraiment sur le type de contenu qui est aimé ou c'est une base de données d'utilisateurs avec ce qu'on appelle la third party et qui est enrichie au fur et à mesure? Alors, on a les deux. C'est-à-dire que globalement, il y a beaucoup de choses chez Weborama et c'est vrai que c'est pas évident à bien le présenter, bien comprendre. Effectivement, il y a les deux. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on va procéder pour constituer cette base de données, on va en fait regarder les contenus lus par les internautes. On va identifier ces contenus-là, exclusivement le texte qui est lu. Donc, on va nettoyer tout le bruit qui est autour, notamment l'URL, les images, les vidéos, les publicités. Et on va garder exclusivement ce texte-là de l'article de la page web. Les algorithmes d'intelligence artificielle vont essayer de l'analyser de manière à comprendre ce qu'un humain retiendrait de ce texte-là, quel sens il retirerait de ce texte-là. Pour chaque... Donc, c'est un petit script qui est posé sur le site. À chaque fois qu'un internaute lit un texte, chez un des éditeurs client de Weborama ou client de Weborama ou un de nos partenaires qui effectivement vous analysez le texte pour essayer de comprendre et c'est quoi après? C'est un matching en se disant ce texte-là a été lu par X personnes. Alors après, effectivement, une fois qu'on a compris le texte, alors ce qu'on va rechercher nous, c'est le sens, c'est-à-dire le contexte, pas les mots-clés qui sont les plus présents, mais on va rechercher la relation entre les mots et le sens que va en tirer un humain. Et ça marche concrètement parce que j'ai toujours retenu qu'en fait, on sait extraire des mots, savoir que orange, c'est la couleur dans ce contexte et pas la ville, mais que comprendre le sens vous comprenez le sens d'un texte ou c'est des relations contextuelles? Alors, oui, on comprend le sens d'un texte. Et effectivement, je vais te donner un exemple qui va être peut-être simple à comprendre. Effectivement, le fait d'analyser non seulement la fréquence, mais la relation entre les mots, donne justement le contexte, donne la compréhension d'un humain. Et les algorithmes qu'on appelle de NLP, Natural Language Processing, exactement, au traitement du langage naturel. En français. Pour rester en français. Exactement. En fait, ont justement cet entraînement par des linguistes, par des personnes en fait qui leur donnent la capacité à comprendre ce qu'un humain comprendrait derrière. Donc typiquement, ils comprendront qu'un PSG équivalent à Paris Saint-Germain, qu'un Obama c'est le président Obama. Donc en fait, il y a derrière aussi du machine learning, du deep machine learning et de l'amélioration au fur et à mesure de ces algorithmes qui, grâce aux humains aussi. Donc les linguistes sont là pour les corriger, pour leur faire comprendre justement les subtilités de la compréhension humaine. En fait, ils évoluent au fur et à mesure. Et oui, ils sont très, très performants. Non seulement au point de distinguer la nature du mot, c'est-à-dire un adjectif, un nom, une marque, par exemple, un verbe, mais également aussi comment deux mots ensemble créent une relation. Et je donne un exemple assez souvent à mes clients parce qu'il permet de comprendre la différence. Il y a, si je ne me trompe pas, Didier Deschamps, il y a quelques années, qui avait donné une interview dans un magazine sur la gestion de son équipe de foot et comment les millennials n'ont pas envie de se coucher tôt, n'ont pas envie de se lever tôt non plus, ne respectent pas les règles, les hiérarchies, etc. Et en fait, dedans, si on analyse ce texte-là avec les mots-clés,
il y a très souvent le mot foot et sport. Donc, on va classifier ce texte-là dans foot et sport. Avec l'analyse sémantique, en fait, on va regarder à quoi sont reliés les mots foot et sport. Ouais. Et on va voir qu'il y a dedans management, équipe, gestion d'équipe. Et en fait, ce texte-là, on va le classer dans gestion d'équipe et management. Et donc, en fait, on voit la différence entre les deux. Donc, effectivement, le fait de voir que la fréquence des mots-clés perd le contexte, limite le contexte. On n'a pas... Un autre exemple que je donne assez souvent, c'est le mot énergie. Énergie peut avoir beaucoup de sens. Si je suis EDF et je veux faire un segment, en fait, je veux faire des campagnes sur un segment énergie, mais dedans j'ai tous les contextes énergie, probablement 70% des personnes ne vont pas m'intéresser ou ne vont pas s'intéresser à moi, parce qu'ils ont besoin d'un boost d'énergie. Il fait froid, l'hiver, le Covid, pas etc. Du tout ce qu'ils cherchent. Et c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Donc justement, oui, l'intelligence artificielle sémantique, elle est vraiment très performante pour comprendre le texte, le sens à la manière d'un humain. Et tout ça, c'est fait en interne chez Weborama, ou parce que tu peux aujourd'hui, enfin, tu vois, si je devais refaire ce genre de boîte from scratch, t'as des API en fait qui existent, que je sois chez Microsoft, IBM, Google, etc., qui fonctionnent bien avec du sentiment analysis qui permet de dire tel truc est plutôt positif, négatif, etc. Non, vous, c'est développé en interne. C'est développé en interne. Oui, Weborama travaille sur l'intelligence artificielle sémantique depuis plus de 10 ans. En fait, on est parmi les pionniers en France dans ce domaine. Et notre base de données, tu me posais tout à l'heure la question sur la base de données, est-ce qu'il y avait des utilisateurs ou est-ce que c'était que des pages? En fait, on a les deux. Et notre base de données d'origine, elle était effectivement basée sur les third-party cookies, mais elle était déjà sémantique quand elle a été créée il y a 10 ans. Et depuis, en fait, on a continué à perfectionner ces outils. Et c'est effectivement des outils propriétaires de Weborama développés en interne par des équipes R&D, développement, linguistes, etc. Donc, toute une équipe vous êtes entièrement propriétaire de la technologie, tout à fait. Ok, je reprends le schéma un peu de donc quelqu'un vient sur le site d'un éditeur ou d'un partenaire de Weborama, vous analysez le contenu pour en comprendre, pouvoir classer ce type d'article. Donc ça se fait en temps réel pour que vous compreniez ce qu'il est en train de lire et pouvoir afficher sur la page la bonne publicité. Alors donc, ça peut se faire, oui, de deux manières. Soit effectivement de manière active, c'est-à-dire qu'on analyse, par exemple en programmatique, on analyse la page en temps réel de manière à pouvoir effectivement proposer la publicité la plus adaptée, ou plutôt en passif, asynchrone, si on peut dire ça, asynchrone, exactement. C'est-à-dire qu'on analyse en amont les contenus, et en fait, au moment où un annonceur vient nous voir, ou un éditeur, en fait, on crée un segment sur toutes les pages qui, dans les 30 derniers jours, ont été visitées par des internautes qui sont intéressés par cette thématique, et par la suite, les segments sont mis à jour toutes les 2 heures, donc toutes les nouvelles pages, tous les changements de pages. Et là, c'est des segments de contenu. Et c'est des segments de contenu, c'est-à-dire que c'est des segments d'URL de page. D'accord. Donc en fait, ce qu'on va retrouver dans un segment de cookies, on va retrouver des identifiants de cookies. Donc ça, c'est vraiment basé sur l'utilisateur. Quand on travaille en contextuel, donc en cookieless, on va avoir des segments avec des URL de page. Donc une URL complète, non pas juste le domaine, mais l'URL exactement de la page, l'adresse sur laquelle se trouve effectivement le contenu. Et tu sais comment elle performe, cette URL? Parce qu'en fait, si c'est peut-être une question bête d'avance, mais si tu as des utilisateurs dans une base de données, tu peux dire à ton annonceur, j'ai autant d'utilisateurs, je vais pouvoir les toucher, et donc tu es capable d'un peu de dimensionner ta surface d'exposition et ton volume. Quand tu es sur des URL, si tu as 100 articles qui correspondent, mais qu'il y en a un qui va être lu 2 millions de fois et l'autre c'est 10 fois, comment tu es capable un peu d'annoncer un volume à ton annonceur? Alors en fait, on annonce des volumes de visite de page, c'est-à-dire qu'on va voir chaque fois que la page est visitée. Et ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va regarder en fait dans les derniers jours combien de fois une page est visitée, et si elle n'est pas visitée, elle va être mise à l'écart. D'accord, effectivement, donc t'extrapoles un peu sa fraîcheur. On va se consacrer sur effectivement la fraîcheur de la donnée et sur les pages qui sont les plus visitées dans un segment particulier. Après, effectivement, toutes les 24 heures, on va retourner sur les pages pour voir effectivement s'il y a des visiteurs, s'il y a du nouveau contenu, pour être sûr effectivement qu'on reste toujours sur des données fraîches. Ouais. C'est pas du temps réel, mais quasi temps réel pour le contextuel. Oui, c'est en tout cas, c'est du quelques heures, quoi. Tout à fait. Exactement. Et donc, au moment, donc toi, tu dis à l'annonceur, voilà, par rapport à votre produit, j'ai autant de centaines, milliers, millions d'URL fois un nombre d'impressions qu'on connaît parce que toutes les 24 heures, on va voir. Exactement. Et après, donc, il t'achète sa campagne. Exactement. Et tu fais l'affichage en direct ou avec les partenaires, etc. À chaque fois, quelqu'un vient sur l'article en question. T'as l'affichage. Oui, tout à fait.
C'est ça, on a Exactement. bien résumé. Donc ça, c'est Exactement. vraiment la partie contextuelle. On y reviendra probablement tout à l'heure, justement, un peu sur la fin du cookie, parce que c'est des technos qui reviennent forcément en avant, parce qu'elles sont beaucoup moins invasives sur la collecte de la data perso, hein, puisque c'est un autre paradigme. Hein, il n'y a plus de données personnelles. Non, on ne s'appuie plus ni sur des données personnelles, ni sur des identifiants non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cookies, ni first, ni third party data. On n'a aucune identification de l'internaute. Donc, on ne connaît absolument pas les internautes derrière la page. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un nombre de personnes qui sont passées par la page, que la page a été vue c'est un le nombre de vues. fois, exactement. Mais on n'a aucune idée, ni de profil, ni des informations quelconques ni de données personnelles sur l'internaute. Ok. Donc, on va se baser exclusivement, effectivement, sur le contenu qui est lu. Et on va être à 100% effectivement en accord et avec GDPR et avec e-privacy, les deux directives qui en ce moment nous imposent beaucoup de contraintes sur le marché. Et il y a un autre avantage du contextuel également aussi, c'est que quand on travaille par identifiant ou par cookie, on est forcément limité par le nombre de cookies qu'on connaît. C'est-à-dire que dans un segment, si on a 100 000 cookies, on ne peut pas aller au-delà. J'ai créé un segment jeunes parents, par exemple. Dedans, j'ai 1 million de cookies. Je ne peux pas aller au-delà. Alors, parce juste que je pour ne bien connais préciser, pas donc ce cookie, c'est le cookie qui est posé par l'éditeur, la Ou première par fois. Weborama, ou effectivement, par Weborama, lors d'une sur le visite site sur de un site. l'éditeur. Voilà, exactement. Tout à fait. Vas-y, oui. Et que tu suis après, un peu une fois que tu l'as posé sur un site, encore une fois, c'est des questions peut-être un peu novices, mais si cet utilisateur sur qui tu as posé un cookie, il se limite au site sur lequel il vient de visiter, donc toi tu avais le droit parce que tu es partenaire de ce site-là, et quand il accepte la fenêtre de consentement, cookies, il accepte que toi, Weborama, posiez un cookie. S'il va sur un autre site, ce cookie continue de s'enrichir. Est-ce que c'est... Effectivement, si le même internaute se rend sur un autre site, nous, on va reconnaître notre cookie posé sur le browser de l'internaute, mais il faut quand même que sur ce nouveau site, on ait également du consentement pour continuer à le suivre. Ça bien marche sûr. sur les sites Ça partenaires marche de toujours, Weborama. oui, tout à fait. Et nous, on s'assure bien sûr d'avoir en amont, en fait, avant de poser le cookie, d'avoir en amont le consentement qui nous est envoyé par l'éditeur, qui nous signifie justement que l'internaute a accepté cette pose de cookie sur son domaine Site en par site, particulier. quoi. Exactement. Ok. Et donc ça, c'est vraiment très important, ce qu'on appelle le consent string, en fait, le passage de ce consentement, en fait, entre les différents partenaires de la chaîne, que nous, on passe par la suite, effectivement, à nos outils d'achat, notamment les DSP, quand on veut aller faire du ciblage, en fait, on leur passe justement ce signal pour assurer le fait qu'on a obtenu le consentement pour pouvoir les cibler à des fins publicitaires. Tout à fait. Et donc là, petit retour en arrière, quand on parle de ce cookie-là éventuellement suivi s'il y a le consentement, donc là, on est plus dans le suivi d'un utilisateur. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'un navigateur. D'un navigateur. On va être avec le cookie tiers, on va être dans le suivi d'un navigateur. À la différence d'un identifiant unique qui est vraiment personnel à une personne. Mais grosso modo, ça revient un peu mais au ça même. revient un petit peu au généralement, même. c'est toujours la même personne qui utilise un ordinateur, un Ou navigateur. 2 ou 3 personnes, mais ça reste la même famille. Donc, c'est plus facile de faire effectivement un profil qui soit un petit peu commun. Et donc, effectivement, oui, ce cookie va nous permettre de suivre le navigateur cross-device, cross-site, si à partir du moment où effectivement la personne se retrouve effectivement sur le même navigateur sur lequel est posé le third-party cookie. Ouais. Et donc ça, c'est pas votre deuxième métier, parce que des métiers, vous en avez plein, mais c'est l'autre manière de collecter de l'info. On a parlé vraiment du côté contextuel, et là, c'est le côté plutôt cookie, on va dire navigateur historique. Oui, tout à fait, historique. Le third-party cookie, c'est historiquement, en fait, la manière que le marché a trouvée pour permettre à tous les acteurs d'accéder aux mêmes informations et d'accéder effectivement à la possibilité de faire du ciblage, à la possibilité de faire de la mesure, à la possibilité de faire de l'attribution et contribution. Donc le cookie, en fait, la monnaie commune du marché. C'est le référentiel, que tout le monde, le langage que tout le monde parle, c'est ce comprend. Ouais. Et donc en fait, je te disais que notre base de données est sémantique depuis plus de 10 ans, qu'elle a toujours été, parce que chez Weborama, en fait, depuis sa création, le respect de la vie privée a toujours été la base dans la création de nos outils. Et effectivement, la décision a été prise dès ce moment-là, la création de la base de données, de ne pas travailler avec des données personnelles, mais de se baser exclusivement sur la sémantique des pages et ne jamais collecter ni d'adresse email, ni d'informations dans des formulaires laissés par les internautes. Donc, on se base exclusivement sur le contenu lu. Mais on transformait ces informations-là en cookies, puisque c'était la manière de retrouver les utilisateurs et de trouver les internautes. C'est pas contradictoire ce que tu viens de dire. Tu dis que vous travaillez exclusivement sur le sémantique, mais tu le transformes quand même en cookie, donc tu suis quand même quelque part l'internaute. Oui, tu suis l'internaute, mais tu le suis uniquement. C'est-à-dire qu'il est marqué
en tant que connu par Weborama. Derrière, nous, on a un profil virtuel. On sait qu'il aime la mode, qu'il aime la beauté, qu'il est intéressé par l'achat d'une nouvelle voiture, mais on n'a pas d'informations personnelles sur lui. D'accord, ce que tu veux dire, voilà, c'est qu'il y a quand même un suivi avec un identifiant qui est l'ident du cookie. Tout donc à fait. tu sais ce qu'il visite, mais vous êtes interdit de collecter de la donnée personnelle. Exactement. Et vous vous contentez de collecter de l'information contextuelle sur le site qu'il a visité et ce qu'il aime comme ce qu'il a lu comme contenu. Comme thématique, Exactement. comme contenu, etc. Exactement. Et ça vient enrichir une base que vous avez. Et tout à fait d'utilisateurs, en fait, à partir de laquelle on crée des segments pour les annonceurs ou pour les éditeurs en fonction des thématiques qui les intéressent. Et donc effectivement, le contextuel pour nous c'était une évolution. En fait, notre solution contextuelle qui s'appelle Golden Fish existe depuis un peu plus de 2 ans déjà. Et effectivement, elle a été, même si en France, officiellement, elle a été lancée le 1er avril, puisque Golden Fish est jour du poisson d'avril. Ouais. Exactement. Mais effectivement, en fait, pour nous, c'était l'amélioration de la technologie. En fait, l'évolution plutôt quelle amélioration vers le monde sans cookies et effectivement supprimer la transformation qu'on faisait avant du contextuel en cookie. En fait, on a supprimé cette étape et on a profité effectivement pour améliorer encore plus la technologie de manière à ce qu'elle soit performante sans identifiant. Et ça, il y a 10 ans, c'était déjà un peu le cas. Le cookie commençait un peu à se sentir mauvais, entre guillemets, en termes de data. Ça fait des années. Ouais. En fait, on en parle sur le marché depuis, dans les 10 dernières années. On prévoit quasiment systématiquement dans les quelques années qui suivent la fin des cookies. Donc, l'annonce de Google, finalement, elle n'a pas été une surprise. Ce qui a été une surprise, c'est plutôt la période courte d'adaptation. Puisque le premier délai annoncé par Google était quand même assez court avant qu'il soit révisé en 2023. Il était quand même 2022, donc ça laissait peu de temps. Très rapide, quoi. Exactement. C'était plus ça la surprise et ce qui a plus fait l'émulation sur le marché que le fait que le third-party cookie arrive à sa fin, parce que ça, on le présageait depuis des années. On le savait. Et d'autres navigateurs c'est dû déjà... un peu aussi on y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais à nos pratiques, nous, marketeurs sur le marché et à Tech, la manière dont on a un petit peu poussé l'utilisation du third-party cookie à l'extrême. Un petit peu. Un petit peu. On y reviendra tout à l'heure parce que je pense que c'est un point intéressant. Toi, tu as un long parcours dans la publicité programmatique. En tout cas, tu as une belle expérience, on va dire. Quelle évolution? Donc là, on a parlé, effectivement, vous, ça fait longtemps, alors le marché anticipe ça, mais dans les évolutions dans la publicité programmatique, tu as vu des grandes évolutions ces 10-15 dernières années qui sont notables? Oui. Le programmatique qui a commencé au final comme en fait, une automatisation de l'achat publicitaire et une simplification du processus, au fur et à mesure, est devenu un écosystème plus complexe, très complexe, dans lequel on a vu beaucoup d'évolutions. La première année très notable, c'est effectivement le passage de second price auction à first price auction. Ouais. Pour les personnes qui effectivement connaissent peut-être moins si tu veux, ce principe. Expliquer, simplifier, c'est toujours intéressant, je pense, de vulgariser un peu. En fait, le principe du programmatique à sa création, c'était que l'acheteur qui gagne l'enchère ne paye pas le prix qu'il propose, mais paye le prix de l'enchère qui le suivait avec 1 centime de plus. Donc typiquement, disons qu'il y a un acheteur A qui propose 10 € de CPM d'enchère et un acteur B qui propose 1 € de CPM. L'acheteur A va gagner l'enchère, mais il ne va pas payer ses 10 € promis, il va payer 1 € plus 1 centime. Et donc effectivement, c'est la seconde meilleure enchère qui était payée. Alors ça, c'était assez problématique pour les éditeurs, puisqu'on leur promettait quelque chose qui à la fin n'était jamais payé. Et ça engendrait effectivement Mais c'était toujours mieux, donc c'était quand même bien pour les annonceurs. C'était bien pour les annonceurs, bien sûr. Ouais. et les éditeurs ont commencé petit à petit effectivement à mettre des floor price, mais effectivement à dire en dessous de ce minimum-là, je ne veux pas vendre mes inventaires parce que justement, j'arrive pas à comprendre qui va me payer exactement combien. Ouais. Et petit à petit, en fait, ça a évolué vers ce qu'on appelle le first price auction, c'est-à-dire ce que tu promets en tant qu'acheteur, tu le dois à l'éditeur. Donc, si tu promets 10 €, tu vas payer 10 €. Quand bien même la seconde était à 1 €. Même si la seconde était à 1 €. Ce qui ressemble plus à la réalité. Exactement. Et ce qui évite des écueils pour certains acteurs qui étaient prêts à enchérir, en fait, qui pour gagner des enchères, mettaient des enchères très hautes de 70, 80 €, qui étaient fantaisistes,
Alors qu'au final, payez jamais ce prix-là ou payez 50 centimes ou 1 euro. Et effectivement, c'est dû aussi à l'arrivée d'une autre évolution qui s'appelle le header bidding, qui est côté éditeur. Effectivement, c'est une surcouche sur leur ad server qui arrive, en fait, qui permet de centraliser toutes les enchères et d'avoir plus de SSP qu'un seul. Donc, en fait, de ne pas devoir appeler un seul serveur, un seul réseau d'acheteurs. Ouais. Prestataires, mais d'en acheter plusieurs et de les mettre en concurrence. Et de choisir le meilleur. C'est une concurrence dans la concurence, parce qu'il y a déjà dans le SSP, il y a la concurrence entre les annonceurs. Il y a déjà la concurrence entre les acheteurs. Et en fait, mais aucun SSP n'arrivait à remplir en fait 100% des inventaires des éditeurs, ce qui veut dire que ceux qui vendaient... Et pourquoi parce que c'est pas les mêmes annonceurs en fait entre les SSP, Ça peut ne pas être les mêmes annonceurs entre les SSP et parce que effectivement on n'a pas forcément toujours une enchère qui correspond à une impression. Il peut y avoir des impressions sur lesquelles mais qui n'intéressent aucun acheteur en fait, ou qu'aucun acheteur ne bide suffisamment au-dessus des floor price pour pouvoir acheter cette impression. Et donc, on se retrouve effectivement avec des impressions qui ne sont pas achetées, ce qui crée un manque de monétisation pour les éditeurs. Et donc, en fait, ils ont commencé à mettre plusieurs SSP effectivement, pour monétiser en concurrence, mais ils étaient obligés dans un premier temps de faire des cascades. J'appelle le SSP 1, s'il n'a pas de publicité, j'appelle le SSP 2 et ainsi de suite jusqu'à celui qui en a une. Ouais. Mais le problème dans ce système de cascade était que si le SSP 3 propose un meilleur prix. Donc, on a un acheteur qui propose un meilleur prix, mais le SSP 1 prend l'impression... au floor price. On n'aura jamais le meilleur prix du troisième. Okay. Exactement. Et donc, en fait, le header bidding est arrivé pour pallier à ce problème-là. Et il permet justement, cette surcouche, de mettre tous les SSP en concurrence, y inclut en fait tout ce que l'éditeur vend en direct, et en fait de choisir vraiment la meilleure proposition et donc de monétiser mieux les inventaires des éditeurs. C'est hyper intéressant, tu vois, je découvre des choses, je dois être honnête. Ce header bidding, c'est une technologie, c'est un prestataire qui le fournit, c'est un script compose. Comment ça marche techniquement ? Alors, il y a une technologie qui est open source qui s'appelle Prebid.js, qui est disponible à tout le marché et qui est open source. Et donc, n'importe quel éditeur peut l'adapter. Et après, il y a effectivement des technologies de header bidding qui sont propriétaires plutôt à certaines sociétés qui les proposent sous licence aux différents éditeurs. Mais le Prebid.js est quand même très répandu sur le marché programmatique. Puisqu'il permet non seulement le header bidding, mais il permet aussi de rajouter d'autres surcouches et d'autres acteurs. Notamment, on peut avoir pour un éditeur le module contextuel de Weborama qui leur permet d'analyser en temps réel leur page et d'obtenir des données sans intégrer des scripts complexes sur leur page. D'accord. Et il y a tout un tas d'autres acteurs aussi, d'autres technologies qu'on peut intégrer grâce à ce Prebid.js. Effectivement, il est très répandu sur le marché. Et donc grosso modo, ce que je comprends, c'est qu'il est gratuit. En plus, c'est open source. Alors, j'imagine qu'il y a des intégrateurs qui te font des belles intégrations, qui font en sorte que c'est propre, mais tous les éditeurs ont un intérêt ou le font aujourd'hui. Est-ce que, si je pose la question à mes clients, 100% sont équipés d'un header bidding ? Quasiment tous les gros éditeurs, effectivement, sur le marché français. Pourquoi pas les petits, ça a moins d'intérêt ou... Alors, les moyens, oui, les tout petits, ça a moins d'intérêt parce que très souvent, en fait... c'est vendu en premium. C'est vendu soit en premium, soit ils utilisent des solutions comme Google Ads pour remplir leurs inventaires. Donc, ils ont moins cette utilisation de la concurrence entre les SSP. Donc, en fait, effectivement, c'est plus à la destination des gros volumes d'impressions. C'est-à-dire les éditeurs qui ont besoin de remplir un nombre d'impressions très important. Mais effectivement, c'est très très répandu sur le marché. Ça s'est répandu très rapidement sur le marché. Et c'est vraiment dans l'intérêt des éditeurs. Oui, parce que forcément, ils auront la meilleure enchère d'annonceurs. À partir de combien de pages c'est intéressant, ou je sais pas, est-ce que Google Ads, tu parlais de Google Ads, il remplit 100% de ton inventaire? À partir de quand est-ce que en général, oui. Tu te penches sur la question de te dire, bah tiens, en fait, je vais mettre des SSP plutôt que Google Ads, c'est un volume de trafic? C'est un volume de trafic, oui, effectivement. C'est vrai que quand on a moins de 200 000 visiteurs uniques, en fait, on reste souvent sur des solutions assez simples. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher en techno à mettre en place et à maintenir ? Non, parce qu'en fait, le monde des cookies fait en sorte que entre ce que l'éditeur a comme inventaire et ce qui est retrouvé dans l'univers programmatique, puisqu'effectivement, le cookie a une durée de vie de 30 jours, il est synchronisé entre plusieurs acteurs, entre DSP, SSP, éditeurs, annonceurs, entre toutes les technos du marché. Et en fait, en général, on n'arrive pas à retrouver la totalité des cookies. Soit parce qu'ils ont expiré, soit parce qu'on n'a pas de synchronisation, soit parce qu'ils ont été supprimés. Et effectivement, en dessous de 200 000 impressions, la monétisation en fait de ces inventaires
n'est pas encore très, très élaboré. On n'a pas suffisamment de volume pour pouvoir faire des choses très sophistiquées. On reste sur des volumes qui sont restreints en termes d'impression publicitaire. Je tire un peu, j'essaie de comprendre. Comme c'est des choses qui sont très automatiques et qu'un annonceur va être sur une multitude de sites d'éditeurs, c'est quoi le problème que sur un éditeur, il ait que 10 000? Toi, tu dis qu'il faut 200 000. Si j'ai que 10 000 visiteurs uniques... Plus, en fait, en termes de l'éditeur, il ne peut pas multiplier trop les partenaires parce qu'en fait, quand il en a un ou deux, il suffit pour remplir les faibles volumes d'inventaire qu'il a. Donc, il n'a pas besoin de multiplier c'est plus énormément. La facilité à remplir. Exactement. C'est quand on en fait, augmente en termes d'impression publicitaire, c'est là où on commence à ressentir le problème de ce qu'on appelle le fill rate ou des impressions qui ne sont pas remplies avec une publicité. Et c'est là où, effectivement, on commence à complexifier l'écosystème et intégrer plusieurs SSP, plusieurs partenaires qui, justement, apportent plus de publicité entrante. Et plus de granularité, plus de types d'annonceurs, un peu plus exotiques peut-être, qui peuvent être intéressés par des pages que les autres ne prennent pas. Tout à fait. Ok, donc il y a quand même une espèce de cap à toi, tu dis, à 200 000 visiteurs uniques par mois ou... Oui, à peu près. Alors, c'est juste une estimation que moi je fais par rapport aux éditeurs avec lesquels on travaille. Après, il y a des éditeurs qui sont très spécialisés, qui vont avoir des thématiques qui sont très thématiques de niche, qui vont faire de très belles choses avec beaucoup moins d'inventaire que ça. Ouais. Donc, c'est vraiment dépendant. Quand on est sur du grand public, effectivement, c'est bien d'avoir au moins un petit peu de volume en termes de ne serait-ce que de visiteurs uniques pour que les espaces publicitaires puissent suivre sans qu'on soit obligé de faire un arbre de Noël, parce qu'à partir du moment où on a 5 ou 6 espaces publicitaires par page, très vite les visiteurs s'en vont. Ouais. Donc, il est bien de se limiter à 2 ou 3 maximum. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas non plus étendre à l'infini son inventaire publicitaire avec un nombre de visiteurs uniques limité. Ouais, ça c'est sûr. Après, on passe sur l'UX, l'expérience utilisateur, la pression marketing. Et, exactement. À partir de quand tu passes du côté obscur de la force où les gens ne veulent plus de ton site parce que c'est un sapin de Noël. Côté annonceur, encore une question naïve, mais pour bien comprendre, qu'est-ce qui fait qu'un annonceur va travailler avec tel ou tel SSP, ou est-ce qu'il travaille avec plusieurs SSP? Comment ça se passe, la négo? Qui amène l'annonceur au SSP? Alors, l'annonceur, en fait, lui, il va plutôt Tu peux citer les grands SSP Oui, bien sûr. On a plusieurs grands SSP sur le marché français, dont Xandr notamment, qui est des deux côtés des SSP, mais c'est le plus gros SSP sur le marché français. On a des SSP aussi comme Magnite, par exemple, qui est anciennement Rubicon Project, pour ceux qui connaissent bien le marché. On va avoir Pubmatic, on va avoir Index Exchange, on va avoir Smart également aussi. Donc, c'est vraiment, ça fait partie des plus gros SSP sur le marché français. Okay. Et donc, effectivement, les annonceurs, eux, ne vont pas aller directement voir les SSP. Ils vont plutôt aller voir des sociétés comme nous, qui font de l'activation programmatique, vont aller voir leurs agences qui ont ce qu'on appelle des entités de trading desk intégrées, qui, elles, vont du coup faire les achats sur les DSP. Et en fait, la relation sur le marché va être DSP-SSP plutôt. Donc, on va pas... c'est l'acheteur, c'est-à-dire un trading desk, un acheteur, un trader, qui va choisir les SSP sur lesquels il va acheter via son DSP. D'accord. Mais l'annonceur en lui-même ne va pas avoir une relation directe avec le SSP. Par contre, il va avoir une relation directe avec son trading desk ou avec l'entité d'achat, effectivement, qui va faire l'achat programmatique. Parce que si l'achat, en fait, si l'achat sur les sites est automatisé, la relation avec l'annonceur n'est pas encore, parce qu'on a des obligations légales. Ah, c'est ça, parce que en fait, donc DSP, c'est côté le achat. DSP, c'est côté achat, c'est-à-dire c'est la plateforme sur laquelle on achète les inventaires, on place les enchères. Donc, c'est notamment les traders, un peu comme les traders à la bourse, mais nous, on est des traders en publicité, qui, eux, placent les enchères justement sur les DSP. C'est des demand-side platforms, donc la plateforme de l'acheteur. Et en face, on a les SSP qui sont les sell-side platforms, donc la plateforme du vendeur, donc la plateforme de l'éditeur. Et l'éditeur, lui, va mettre ses inventaires à disposition dans le SSP. Le SSP ou les plusieurs SSP vont être reliés à plusieurs DSP. Et c'est sur ces DSP-là que les publicités vont être achetées. Et un annonceur, effectivement, pour accéder au système programmatique, il peut effectivement prendre une licence DSP lui-même. Mais il y a peu d'acteurs sur le marché français qui le font. Il faut être très gros. Il faut avoir des ressources. Il faut avoir des équipes. Des traders in-house. Et surtout des traders qu'on peut faire évoluer constamment, qu'on peut former totalement à toutes les nouvelles technologies, donc les tenir toujours à la page. Parce que ça n'arrête jamais. Parce que ça n'arrête jamais, exactement. Donc en général, en fait, la plus grande partie du marché français passe effectivement par les trading desks, des sociétés comme l'entité que moi je dirige, une entité d'activation, ou par des trading desks d'agence ou trading desks indépendants. Donc ils vont voir ces entités-là à qui ils confient l'achat média.
médias. Mais cette relation-là, pour le moment, elle ne peut pas être automatisée pour des raisons légales. Et donc, en fait, on a besoin de la signature d'un ordre d'insertion d'achat publicitaire, d'un bon de commande. Oui, est-ce qu'il y a une réglementation, par exemple, pour l'achat média? Parce qu'on a eu le cas chez Cosa Vostra, on fait un peu d'acquisition et on a dû changer. Alors, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais on a dû changer quelque chose dans nos statuts pour pouvoir faire de l'achat média, qui est quelque chose qui rentre pas dans le chiffre d'affaires, etc. C'est très réglementé. Qui est très réglementé. Tu peux pas prendre de l'achat média. Et il y a aussi le fait qu'on mandate, en fait, la société, le trading desk ou l'agence pour acheter pour le compte de l'annonceur. Et ce mandat-là, il est obligatoire et il faut qu'il passe par une formalisation administrative. Donc, pour le moment, cette partie-là, elle reste encore discussion directe et signature donc toi, tu vois les annonceurs, des humains qui te disent voilà ce qu'ils ont comme campagne, leurs objectifs. Exactement. Soit les annonceurs en direct, soit les agences, leur agence ou leurs médias agences, les qui agences gèrent médias. Effectivement. Et donc ça n'a pas trop évolué quelque part. Non, cette partie-là, elle reste effectivement, même si aujourd'hui humaine, exactement. Ouais. Même si aujourd'hui tout le monde connaît le programmatique, donc ça va plutôt vite par rapport au tout début du programmatique quand moi j'ai démarré en 2012. Les cycles de vente étaient quand même très très longs parce que c'était nouveau, il fallait beaucoup d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est les cycles assez rapides. Néanmoins, une fois que la décision est prise côté annonceur qu'ils veulent passer par le programmatique, ils choisissent les acteurs, soit eux, soit leur agence, et la signature se fait vite. Mais cette partie-là reste humaine. Exactement. Ce qui est quand même pas mal. Alors j'imagine que ça va peut-être probablement évoluer. Pour les annonceurs, parce que c'est important pour eux de connaître les ciblages qui vont être derrière, de savoir de quelle manière on va justement aborder l'internaute derrière, de discuter de capping, de discuter d'approche, de thématiques qu'ils souhaitent, qu'ils ne souhaitent pas voir. Ouais. Donc ça, effectivement, il y a ce cadre-là qui est important et il passe par des discussions. Et c'est important aussi pour nous, les acheteurs, parce que nous, on a besoin de savoir les vrais objectifs du client derrière. Le fait qu'ils nous disent je veux plus de ventes, parfois, derrière, il y a beaucoup plus de choses. Parce qu'un annonceur a rarement un seul produit. Oui, donc si c'est du branding, c'est de la vente, c'est pas exactement, les mêmes objectifs. Il y a toujours plusieurs objectifs derrière le simple fait de dire je veux plus de ventes. Donc il y a toujours une complexité. Et il y a aussi la compréhension de l'annonceur, la compréhension de son besoin. Si un annonceur veut faire de la visibilité sur un nouveau produit, on ne va pas l'approcher de la même manière, ni en termes de data, ni en termes d'achat programmatique, qu'un annonceur qui veut plutôt générer des inscriptions à un formulaire ou qui veut plutôt faire du taux de clic, par exemple, parce qu'il a besoin d'engagement. Ouais. Donc effectivement, ça, c'est une relation importante, que ce soit avec l'annonceur, avec son agence, pour avoir tous ces objectifs et pour que nous, on soit performants dans l'achat après. Oui. Puisque vous êtes mandaté. Dernière question entre ce côté DSP SSP. Est-ce que, au-delà de cet aspect réglementaire avec le DSP, donc il y a un mandat, etc., est-ce que ça pourrait pas être une seule plateforme, en fait et peut-être comment ça se passe l'échange, donc ce RTB, ce real-time bidding, les enchères en temps réel entre les SSP et les DSP, qui le gère? Est-ce que c'est en fonction de ces différentes technos ou est-ce qu'il y a un algorithme? Est-ce qu'il y a une techno? Alors en fait, le programmatique en soi, c'est comment dire, c'est beaucoup d'algorithmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un écosystème composé de beaucoup d'algorithmes, dont effectivement un des protocoles d'échange entre les DSP et SSP s'appelle real-time bidding, c'est-à-dire l'achat en temps réel d'espace aux enchères. Et en fait, il règle juste une partie, en fait, ce qu'on appelle le OpenRTB globalement, une partie des achats programmatiques quand c'est plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs. Donc, ils arrivent à se rencontrer dans un univers qui est totalement ouvert à tous et tout le monde a accès aux mêmes inventaires. Mais il y a beaucoup d'autres protocoles qui régissent, effectivement, qui existent dans le programmatique. Et qui sont open source, le OpenRTB, par exemple, c'est quelque chose... Tout à fait. Okay. L'OpenRTB, effectivement, c'est une... C'est hyper important qu'on sache comment c'est écrit. Et en fait, c'est un projet open source qui évolue assez constamment, qui a plusieurs versions. Et c'est des consortiums, exactement, qui se mettent d'accord, parce que du coup, ils ont tous intérêt à être et qui font évoluer, justement, ces protocoles, dont le OpenRTB. Il y a un protocole qui régisse, par exemple, les deals, le fait qu'un éditeur puisse proposer ses inventaires à plusieurs acheteurs, mais de manière plutôt fermée. Il choisit à qui il les propose. Et ce deal permet d'accéder qu'aux inventaires de cet éditeur-là. Donc, il y a plusieurs typologies de protocoles. Donc, bien sûr, le real-time bidding, c'est celui qui est le plus connu parce que c'est comme ça que le programmatique a démarré. Ouais, exactement, c'est comme ça que ça a démarré. Un peu en fait, à l'image de l'achat en bourse, parce que c'est de là que vient cette idée-là. On achète des actions de manière totalement automatisée avec des enchères en bourse. Et les actions, en fait, les étapes qu'on fait
sont les mêmes en publicité et peuvent être automatisés. Donc c'est pour ça que ce côté-là, achat, en fait, est totalement automatisé. Entre le DSP et le SSP, en fait, ces protocoles-là de programmatique, c'est vraiment la discussion entre les DSP et les SSP. C'est ce qu'on appelle les bid request et bid response. Quand un internaute arrive sur le site, sur un site éditeur, il y a un code qui est posé dans les espaces publicitaires qui appelle le SSP pour lui dire j'ai un internaute avec tel identifiant de cookie sur ma page abc.com/ etc. Donc je sais le contenu. Donc je connais le contenu. Le contexte. Si je connais quelque chose sur lui, je donne toutes les informations, notamment sa géolocalisation, son adresse IP, toutes les informations que je connais moi en tant qu'éditeur. Et le SSP, il va lui contacter tous les DSP via ce qu'on appelle une bid request ou une demande d'enchère en leur disant voilà les informations que j'ai, est-ce que vous voulez placer une enchère? Et en face, les DSP en fait répondent avec une bid response, une réponse aux enchères en disant moi j'ai un acheteur intéressé qui veut bider 2 € du CPM par exemple ou X € du CPM. Et de son côté, quand toutes les bid responses sont reçues, le SSP fait ce qu'on appelle une enchère interne, c'est-à-dire qu'il regarde qui paye le mieux, d'où le first price auction et le header bidding, qui paye le mieux. Et à partir de ce moment-là, en fait, lui il répond, c'est toi qui as gagné l'enchère et la publicité est affichée. Et tout ça, ça se passe effectivement grâce à ces protocoles en moins de 100 millisecondes. Non, mais c'est ça qui est hallucinant. Enfin, donc, je veux dire, moins de temps qu'il ne faut à la page de s'afficher pour l'internaute, effectivement. C'est fou. Hein. Enfin, je veux dire, bien sûr, c'est un lieu commun de dire que c'est rapide, Internet, la fibre, mais se dire qu'il y a toutes ces actions-là aujourd'hui qui se font en 100 millisecondes avant l'affichage et qu'on a la bonne pub, c'est quand même assez dingue. En tout cas, moi, ça transparence pour l'utilisateur, parce qu'effectivement, il ne voit pas tout ce process-là où il n'a pas de latence dans l'affichage de la page, il n'a pas de problématique pour consulter la page qui l'intéresse. Ok, bah écoute, c'est très clair. Donc vous, Weborama, vous êtes côté DSP, tu as un alors trading nous, desk. on est côté trading desk, effectivement côté achat. Nous, on a une entité média en fait qui fait de l'achat programmatique, mais qui fait aussi d'autres choses. Notamment, nous avons justement racheté AdWays récemment, la semaine dernière. La nouvelle a été annoncée la semaine dernière. Donc maintenant, on dispose effectivement aussi d'un réseau de sites éditeurs, donc un network, avec des formats propriétaires, notamment des formats in-vidéo, qui permettent d'ajouter un peu d'interactivité sur les formats vidéo préexistants. Qui vous fait passer un peu de l'autre côté. Qui nous fait passer SSP. un peu de l'autre côté. Parce que vous avez des réseaux, là, vous avez de l'inventaire en propre. On a de l'inventaire, ça nous fait passer plutôt côté plus régie network. Oui, effectivement. Sans passer forcément par on passe toujours par le système programmatique, mais effectivement, ça devient plus des enchères internes à nous. Et donc, on achète sur notre propre inventaire. De manière à pouvoir effectivement des acteurs externes achètent aussi sur cet inventaire là. Donc en fait on rajoute un peu une nouvelle corde à l'arc de Weborama. Et bah écoute, félicitations pour ce deal, ça c'est plutôt cool. Et c'est toi que tu vas un peu intervenir dedans là ou non, toi c'est alors maintenant il y a plein notre équipe d'entités. va effectivement utiliser ces inventaires là pour le moment. Effectivement l'équipe d'Adway s'est totalement intégrée à Weborama, elle va continuer à gérer ce produit là et nous on va être les heureux utilisateurs au quotidien de ces nouveaux formats et de ce réseau. Top, très clair. Merci pour tous ces éclaircissements. Ça reste technique, mais en tout cas, ça permet un peu de comprendre. Et c'est là où on voit que c'est une industrie un peu complexe et qu'il faut vraiment de l'expérience. On peut pas comme ça juste arriver dedans. Et voilà, il y a plein de métiers dedans. Il y a plein de côtés, comme on l'a dit. C'est pas évident. Pour comprendre, ouais. Et il y a un côté qui est très important également aussi, c'est le côté algorithme d'achat. Parce qu'effectivement, tu en parlais tout à l'heure, sur les DSP, il y a des algorithmes d'achat qui prennent justement les décisions d'acheter tel inventaire à tel prix, etc., en fonction des ordres que nous on a émis. Et on passe beaucoup de notre temps à comprendre ces algorithmes. Le code. Et c'est en fait pas le code lui-même, mais le comportement de l'algorithme. Si je lui donne tel ordre, qu'est-ce qu'il produit comme résultat, de manière à être capable aussi de donner les bonnes ordres. Donc en fait, on n'est pas dans les algorithmes essayent de comprendre l'humain. Là, on est vraiment dans l'inverse. C'est nous qui essayons de comprendre les algorithmes. Vos Exactement, pour optimiser les campagnes de manière à ce qu'on produise les meilleurs résultats pour les annonceurs. C'est ce qui doit être plutôt rigolo, ça. Donc en fait, il y a aussi un côté expérience. Celui qui connaît un peu le mieux, tu peux un peu optimiser. Exactement. Sur des gros volume, ça fait la différence. Tout à fait, et ça fait la différence effectivement entre le fait d'avoir des personnes qui sont toute la journée derrière les algorithmes pour optimiser et le fait de laisser les algorithmes tout seuls. Un algorithme, c'est très performant, mais il ne fait que ce qu'on lui demande et il n'a pas connaissance de l'environnement. Il ne va pas savoir que mon annonceur aujourd'hui, par exemple, fait un gros push en télé en même temps et que je peux augmenter mes enchères, je peux augmenter mes montants dépensés parce que je profite justement de cette notoriété. Il ne peut pas savoir tout l'environnement en fait qui est hors écosystème programmatique. Ce qu'un humain peut apporter et peut aussi juger d'une manière plus macro
de décisions à prendre et de le guider dans le bon sens. C'est un peu comme les algorithmes d'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure. Ouais, bien les sûr. linguistes qui les entraînent et qui les aident à apprendre tous les jours. Pour les améliorer. C'est un petit peu exactement Donc il reste un peu de place quand même pour l'humain dans la tech. Oui, exactement. Il reste beaucoup de place pour l'humain. Top, écoute, merci Margarita pour cette partie. Deuxième partie un peu de l'épisode, c'est plus sur ton rôle au sein de l'IAB. Je le disais, tu es membre d'une task force. J'adore ce terme, ça fait vraiment... là, donc c'est la Cookieless Task Force. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être rappeler rapidement ce que c'est l'IAB et puis un peu ce que vous faites dans cette task force donc autour de l'anticipation de la fin du cookie dont on a parlé un peu au début de cet épisode. Donc c'est une fonction que tu as qui est bénévole, hein, qui fait pour avancer un peu le marché, etc. Défendre aussi les intérêts de Weborama, être bien au courant de ce qui se passe et du marché évidemment, je pense que ça a beaucoup de sens. L'IAB, donc c'est le Bureau international de la publicité en français. Tout à fait. C'est une organisation, comment ça se passe un peu rapidement? L'IAB, en fait, c'est une association professionnels, c'est-à-dire des acteurs du marché publicitaire. Alors c'est globalement une organisation internationale, hein, parce qu'il y a un IAB international, il y a un IAB Europe. En fait, c'est un réseau d'IAB. Et globalement, tous les pays ont leur IAB, leur bureau national de publicité. Et en fait, c'est une association qui a plusieurs missions, mais dont les principales sont effectivement de fédérer les acteurs de marché de manière à ce qu'ils puissent défendre ensemble leurs intérêts, que ce soit auprès des pouvoirs publics ou auprès de l'interprofession, auprès de gros acteurs comme par exemple Google. Donc je pense que ceux qui suivent l'IAB ont vu aussi que l'IAB a publié récemment des recommandations pour le futur président de la République autour du domaine du numérique et de toute la gouvernance qu'on doit mettre en place pour faire avancer justement tous ces métiers-là, la reconnaissance de ces métiers. Donc on a l'IAB a ce premier rôle-là qui est très important. Et il a un deuxième rôle qui est aussi très important, c'est celui de la connaissance en quelque sorte du marché, c'est-à-dire l'évangélisation, l'éducation du marché au global en fait de tous les acteurs. Donc pour ça, il y a effectivement les travaux de task force dont on parlait. Donc il y a plusieurs task force, notamment sur le cookieless, sur le programmatique et la data, sur le DOAJ, sur l'audio, sur beaucoup de sujets. Sur la qualité, sur la transparence du marché publicitaire. Donc, il y a effectivement... sur les formats aussi. Sur les formats également aussi. C'est l'IAB qui certifie, qui standardise les formats de publicité, de bannières, hein, qui font telle dimension. C'est un standard et c'est l'IAB qui donne ce standard. Exactement. C'est vraiment de créer des standards de marché, d'organiser le marché publicitaire de manière à ce que tous les acteurs puissent s'y retrouver et aussi de l'éduquer, en fait, de nous éduquer nous-mêmes au travers des compétences des différents membres, en fait, pour faire effectivement évoluer le marché. Et effectivement, la Task Force Cookieless fait partie justement de ce noyau de sujets que l'IAB Europe observe et sur lesquels on produit effectivement que ce soit des infographies, que ce soit des best practices pour le marché, que ce soit des standards. Et en fait, cette Task Force, elle a été créée début 2020, juste après les annonces de Google, de manière justement à pouvoir aider le marché à trouver des alternatives et aussi à prendre une voie commune face effectivement au gros du marché qui impose, comme Apple, comme Google, mais qui est quand même plus conciliant parce qu'il a proposé au marché de discuter, ce qui est moins le cas d'Apple qui plutôt impose les solutions. Oui. Et donc ça permet... c'est pas les mêmes modèles économiques non plus. C'est pas les mêmes modèles économiques, exactement. Et donc en fait, ça permet au marché de parler d'une même voix et de faire des propositions fortes pour pouvoir faire évoluer justement les alternatives. Vous avez du poids, l'IAB, contre un Google. Enfin, je veux dire, c'est bien. Et évidemment, il faut qu'il y ait ce genre d'initiative. Et l'IAB est là, etc. Mais sur les sujets là qui me concernent, cookieless, ça a du poids ou vous regardez, vous faites des communiqués de presse mais on communique étroitement. Si on parle de la Privacy Sandbox, Google est très très actif au sein de l'IAB France. Ils en sont membres. Ils en sont membres. Ils participent à beaucoup de task force, notamment, et dans la task force cookieless, dans la task force mesure, notamment tout ce qui concerne les sujets de la Privacy Sandbox. Ils sont très très actifs et ils sont très à l'écoute du marché. Après, effectivement, on passe, nous, les recommandations de l'IAB, les souhaits, en tout cas les avis des membres. Effectivement, le poids de l'IAB n'est pas non plus n'est pas le poids de Google en face, mais le fait d'avoir effectivement la participation aussi de l'IAB Europe, de plusieurs IAB, effectivement, ça donne à l'écosystème un poids important face au gros, donc face à Google, qui effectivement est très à l'écoute de ce que le marché propose. Et notamment des propositions qui sont faites au sein de W3C dans les discussions qui sont autour de la Privacy Sandbox.
Ouais, parce que c'est quand même, en même temps, ils ont quand même tout intérêt aussi à le faire parce que c'est c'est un industrie. Tout l'écosystème en fait, qui dont dépend ils dépendent, de les annonceurs, Exactement. etc. Donc eux, ils sont peut-être plutôt aussi emmerdés, j'imagine, par la fin du cookie et ils sentent un peu le retour de bâton. Donc pour rappel du contexte, c'est la fin du support du cookie dans Chrome. Exactement, du Pour- third party cookie. Voilà, et ça, il faut le préciser, je le fais quand je le peux. C'est pas la fin du cookie, c'est la fin du third party cookie, donc le cookie qui suit l'utilisateur, l'internaute, d'un site à un autre. Exactement. Mais quand on arrive sur un site, si on donne son OK pour le consentement, l'éditeur du site a le droit de poser un cookie Tout à fait. qui va lui servir à chaque fois que la personne va revenir sur son site. Exactement. Qu'on appelle le first party Mais cookie. le first party, voilà. Exactement. Et ça, on a Que ce soit l'annonceur ou l'éditeur, parce que l'annonceur aussi garde ce droit de poser des first party cookies sur les internautes qui visitent son site, mais ça reste qui visite son limité. site, qui visite le site de l'éditeur avec lequel il a un... Alors en fait, quand on arrive sur un site annonceur, l'annonceur a le droit de poser un cookie first party si l'internaute accepte. Oui, Et la même chose de la même manière Mais quand dans on ce arrive cas-là, sur un ça- site éditeur, mais oui. ça reste limité à ce site-là. C'est-à-dire que l'annonceur mais ne là peut tu pas dis l'annonceur, communiquer. mais ça reste un annonceur dans le sens éditeur, dans le sens où si j'arrive sur le site Ou dans le de sens, oui, Renault, bien sûr, oui, tout à fait. Quand j'arrive Dans sur le le- site de dans le Renault, site- c'est plus un annonceur, c'est presque C'est l'éditeur. presque l'éditeur, oui. Ouais. Mais on a l'habitude d'identifier les marques, Ouais, disons voilà. le site des marques. Ouais, exactement. Plutôt, pour différencier ça des sites éditeurs sur lesquels, effectivement, on consulte du contenu plutôt Oui, rédactionnel. tu vas pas avoir de la pub pour autre chose que Renault sur les sites de Renault. Exactement. Mais effectivement, ces first party cookies ne sont pas remis en question, puisqu'ils et Privacy Sandbox et Google considèrent, effectivement, et Chrome considèrent qu'ils sont tout à fait légitimes, puisqu'il y a une relation directe entre l'internaute et le site sur lequel il est. En fait, là où Google remet en question les third party cookies, c'est qu'en fait, le suivi qui est fait par le third party cookie est fait sans relation directe avec le consommateur. Il ne sait pas Qui la est société- suivi d'un site. qui le suit Non, non, bien sûr. et à quoi il utilise ces informations. Donc le first party cookie, effectivement, n'est pas du tout remis en question, mais il est limité au site sur lequel on se trouve. C'est-à-dire que l'éditeur qui pose un first party cookie ne peut pas utiliser ce cookie-là sur un autre domaine. Il reste limité au domaine qui a posé ce cookie-là. Et Donc le cross-site, effectivement, n'est plus possible avec un first party cookie. mais cross-device l'est tant qu'on reste sur le même domaine. Alors, cross-device, à partir du moment où le device accepte les cookies, oui. C'est-à-dire que si on est sur web mobile, oui. Si on est sur de l'app, on n'a plus du tout de cookies. Et donc là, on ne peut plus faire du cross-device. On doit s'appuyer sur le device ID et du coup, faire une synchronisation entre le device ID et le first party cookie pour réussir à retrouver la même... réunifier, Tout à fait. réunifier Retrouver la même data. personne entre les deux. Ok. Et quand tu dis que Google veut plus, en fait, c'est pas Google qui a décidé ça, c'est plus la Alors, réglementation autour c'est du le- règlement Alors, il y a le côté RGPD, réglementation privacy. qui a poussé effectivement ce côté-là. Également aussi, il y a le fait que on a cette fin annoncée des third party cookies depuis un petit moment et cette mauvaise image du third party cookie depuis des années. Et donc Safari et Firefox ont fait quand même en 2019 et début 2020 ont pris ce pas-là parce qu'ils ont carrément supprimé effectivement. Eux, c'est déjà le cas, c'est Eux, effectif. c'est déjà le cas, c'est En fait, effectif. ça, il faut le rappeler aussi. Donc, C'est Tout à fait. Sur Safari et Firefox, on n'a plus du tout de third party cookies, donc ils ne sont plus supportés par ces deux navigateurs-là. Et en fait, Google, dans la foulée, a annoncé également la même chose, mais ça fait suite aux évolutions du marché et au fait qu'on, tous les internautes, on en parlait tout à l'heure, on a abusé des third party cookies. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a eu une très mauvaise communication auprès du marché. Ouais. On n'a pas suffisamment expliqué aux internautes ce qu'on collectait, quelle typologie d'informations, pourquoi on les collectait, comment on les stockait, comment Mais on les utilisait. ça, c'est hyper intéressant, tu vois, c'était un des points, tu l'as dit, le third party cookie, ça a été le Far West, faut le dire. Hein, Pendant des années. Pendant des années. Et Ah, quand on a réalisé, là, avec des scans ou des sites, Arte avait fait un documentaire là-dessus, tout ce qui est fait dans notre dos, ça fait froid dans le dos. Pour le coup, c'est un peu hallucinant. Donc, tu dis que c'était vraiment le Far West, pour le coup. Et avec, alors, le retargeting, c'est bien, mais enfin, c'est une des illustrations dont on parlait. Hein, c'est, t'as acheté un réfrigérateur il y a pas longtemps, 3 semaines après, t'as encore les pubs du même réfrigérateur Et surtout, chez le marchand. Et tu es poursuivi sur tous les sites par le même voilà. réfrigérateur que tu as vu. Chez le marchand chez qui tu l'as acheté. Donc, Exactement. il y a un côté un petit peu fou. Et encore ça, c'est relativement propre dans le sens Oui. où c'est des commerçants, etc. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus crades. Donc, oui, le grand public a un peu découvert ça avec effroi. Et personne ne communique vraiment sur cette éducation. Parce que la pub, c'est pas mal en soi. Exactement. Tu vois, Et surtout, ça permet de bénéficier de toute cette gratuité sur Internet, parce qu'on Ouais. est tous habitués à avoir la gratuité sur Internet. Mais effectivement, s'il n'y avait pas la publicité,
on serait tous obligés de payer des abonnements parce qu'au bout d'un moment, derrière un site éditeur, ce que les internautes ont moins tendance à concevoir, c'est qu'il y a des gens, il y a des humains qui travaillent, qui produisent du contenu, et ces humains-là, il faut qu'ils soient rémunérés, il faut les payer, il faut aussi payer les serveurs, toute l'infrastructure technique. Ouais. Donc en fait, il y a des frais derrière un site éditeur, et jusqu'à présent, en fait, cette valeur-là, elle est un petit peu cachée. En fait, parce que j'arrive sur le site d'un éditeur, j'ai tout le contenu à ma disposition gratuitement. À aucun moment, en tant que consommateur, je ne me pose pas la question des coûts inhérents à ce site-là. Et limite, je vais mettre un adblock. Exactement. Parce que tu vois, c'est toute cette dichotomie entre c'est un modèle économique qui est intéressant, qui permet la gratuité, et même on pourrait pousser la réflexion philosophique, presque dire un média gratuit comme le Guardian. Oui. C'est une mission presque publique de donner de l'information gratuitement, exhaustive, avec un vrai traitement, etc. Et par ailleurs, les gens qui ne veulent plus de pub parce que ça a été le Far West, parce que les annonceurs, tout l'écosystème globalement a fait un peu n'importe quoi. Alors je mets tout le monde, mais il y a à boire et à manger. Qui communique aujourd'hui là-dessus? Est-ce que c'est le rôle de l'IAB? Est-ce qu'il faudrait que ce soit les pouvoirs publics pour remettre un petit peu rappeler que la publicité, même ciblée, et d'ailleurs c'est mieux une publicité ciblée que tu vois, voilà, moi je suis un homme de 42 ans, j'ai pas besoin de voir des trucs sur les protections intimes, tu vois, hygiéniques, etc. Exactement. Donc je préfère avoir des pubs ciblées, c'est plus intéressant. Donc pour ça il faut quand même donner un peu de données, et c'est pas mal. Qui parle un peu de ce côté positif pour réhabiliter? J'ai pas l'impression de voir grand chose. Non, on n'a pas beaucoup de communication, et c'est bien ça qui est dommage. En fait, nous tous, alors marketeurs, ad tech, annonceurs, éditeurs, en fait tout l'écosystème, on a négligé, je pense, ce côté éducation. Depuis le début des third-party cookies, on n'a jamais réellement pris la parole. On prend la parole entre nous, c'est-à-dire qu'entre nous, l'écosystème professionnel, vous en parlez? On en parle, il y a des publications, il y a plein de choses, mais on a peu de choses qui sont adressées au grand public. Au consommateur, lui, qui en face, finalement, se fait poursuivre par le même réfrigérateur, et à la fin, il commence à en avoir ras-le-bol. Donc, effectivement, on a négligé ce côté-là, et il n'y a pas grand monde qui communique. Alors, tout le monde devrait en communiquer. C'est-à-dire que non seulement l'IAB, donc il y a récemment, justement, l'IAB qui a commencé ce type de publication et d'évangélisation, notamment parce qu'on s'est rendu tous compte, les membres de l'IAB, que justement ça manquait et qu'on avait besoin de le faire, et de le faire rapidement, et surtout de faire comprendre aux consommateurs que la publicité ciblée, derrière il y a des avantages, et ce n'est pas le mal personnifié, et ce n'est pas parce que effectivement on suit avec le third party cookie que l'usage derrière est abusif forcément. Et c'est vraiment, oui, cette dichotomie, comme tu dis, c'est qu'il y a du bon, il y a du mauvais, et malheureusement, on a tendance à voir le mauvais parce que c'est ce qui est plus ennuyeux pour le consommateur. Donc l'IAB commence justement, il y a récemment l'IAB France qui a publié des infographies sur l'apport de la publicité ciblée sur le marché, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de chiffre d'affaires. À destination du grand public. À destination du grand public, que ce soit effectivement à destination et du grand public et à nous, en termes d'éducatif, pour que nous puissions expliquer justement à nos clients qu'ils expliquent à leurs propres clients. Donc en fait toute la chaîne doit s'emparer de ces informations. Et justement, ces infographies sont très bien faites, et elles expliquent c'est quoi la publicité ciblée, qu'est-ce qu'on en fait, quel type de données on utilise, pour quel objectif, est-ce qu'on produit comme avantage pour les consommateurs. Et justement un peu de chiffres sur le fait que ça représente plus de quasiment 30 000 emplois en France, qu'on a un chiffre d'affaires qui représente plus de 11 milliards, et que c'est effectivement quelque chose de très positif, que ce soit pour l'écosystème économique, parce qu'on est un apporteur dans le PIB du pays, très important, mais également aussi positif pour les internautes, pour qu'ils puissent comprendre que la publicité ciblée en soi, c'est pas le mal absolu. C'est juste que nous, pendant des années, tous les marketeurs, je mets tout le monde dans parce qu'on a tous notre part de responsabilité de ne pas avoir communiqué assez, de ne pas leur avoir expliqué justement ce qu'on faisait. À partir du moment où tu te fais poursuivre par la même réfrigérateur, comme on disait, ou même machine à laver pendant des mois, forcément tu as une mauvaise image. Il n'y a pas eu ce côté, je l'ai acheté, ça y est, faut arrêter de me poursuivre. Première chose. Et deuxième chose, c'est on m'a pas expliqué pourquoi je le vois. Et pourquoi, effectivement, je vois des choses qui ne m'intéressent pas. Tout ça a besoin de plus de communication. Donc, j'espère que le marché va évoluer dans le sens plus de communication avec le consommateur. C'est ce qui n'est pas évident, parce que là, tu vois quand même avec la prise de consentement, la fenêtre, etc. Les gens, on en parle beaucoup. Les éditeurs ont essayé de cacher un peu le bouton non. Alors, tu vois, le mettre plus petit, il y a tous ces sujets-là. La CNIL a un peu tapé du poing sur la table. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi, des fois aussi. Alors, j'essaie quand même de faire l'effort de mettre oui de temps en temps, mais te dire, en fait,
non, je veux pas parce que je veux pas partager mes données, même sans aller lire dans le détail. Et je pense que la plupart n'abusent pas. Mais en fait, t'as quand même un côté les cookies, les éditeurs, si tu leur donnes le consentement, derrière, c'est un peu sauvage, tu vois. Est-ce qu'il manque peut-être un label ou un truc qui... En fait, je pense que ce qui ferait dire manque, je dis c'est oui de la et j'ai transparence. confiance, tu vois. Je pense que ce qui manque, c'est vraiment la transparence. Et ce bandeau-là, justement, de consentement, je pense que c'est la bonne opportunité d'être transparent avec les consommateurs. De leur dire, moi, annonceur ou moi, éditeur, je vais collecter telle information sur vous, exactement, et je vais les utiliser pour tel objectif. Il est pas assez travaillé, ce bandeau. Le GDPR Il est pas assez demande, travaillé, ce bandeau de consentement. Pas partout. Je pense qu'on a encore du travail dessus. Les CMP, justement, les Consent Management Platform, font beaucoup de travail. Nous aussi, quand on travaille avec nos clients, annonceurs et éditeurs, on essaye de les aider justement dans cette appréhension. Et on se rend compte, effectivement, que plus la transparence est importante, plus les internautes ont tendance, en fait, à donner leur consentement. Oui. C'est-à-dire que quand on leur dit « je vais faire de la publicité ciblée », ça va me permettre de ne pas vous montrer quelque chose qui ne vous intéresse pas et de ne pas vous montrer des produits que vous avez déjà achetés. Et je m'engage à ne pas les vendre, à ne pas les transférer à des gens auxquels vous n'avez pas consenti. Je m'engage à les garder confidentiels. C'est finalement ça le gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, on souscrivait à un site éditeur ou à un service et notre donnée était vendue au marché entier. On se retrouvait avec des choses, on se retrouvait avec et des spams sur nos adresses email. Ça, c'était la première vague avant de passer justement sur la publicité plus ciblée et le retargeting. Mais on se retrouvait avec avoir la terre entière qui connaissait notre vie. Et c'est finalement c'est ça qui a été dérangeant. Ouais. Alors pour nous marketeurs, c'est top. Parce que le cookie nous a permis justement d'avoir une telle visibilité sur nos consommateurs, de savoir leur centre d'intérêt, leur moment de vie, leur comportement. Mais en fait, je pense qu'on a raté le coche de l'utiliser sciemment, en fait, de l'utiliser intelligemment, sans abus. Il a manqué de régulation. On a manqué nous aussi de rigueur. Ou d'anticipation et de dire on va le faire nous-mêmes proprement, sinon on va se faire taper sur les doigts. Et c'est ce qu'un marché comme le marché allemand, par exemple, a fait très rapidement. Parce que eux, depuis de nombreuses années, le cookie est quand même très... Alors, il y a une transparence sur l'utilisation, mais il y a aussi le fait de, si vous n'acceptez pas les third-party cookies, moi, en tant qu'éditeur, je ne peux pas vivre, donc je suis obligé de vous faire payer. Et voilà l'abonnement que vous allez devoir payer. Ce qu'ont fait certains éditeurs en France, notamment le groupe Webmedia, Allociné, etc., qui dit voilà, c'est gratuit si tu acceptes, si tu refuses, moi je dois vivre derrière. Exactement. Voilà. Mais ça, cette transparence-là, elle est importante. Et nous, sur le marché français, on a, en fait, au lieu de faire ça, c'est-à-dire d'avoir cette transparence-là, on s'est dit on va multiplier les espaces publicitaires, on va vendre à la data, on va faire d'autres choses qui vont nous permettre de vivre, au lieu de justement responsabiliser aussi les consommateurs. Parce que ça, c'est important. C'est important de leur faire comprendre que la valeur ajoutée qu'ils perçoivent qu'ils reçoivent via un site éditeur, elle est due à des humains derrière, à des coûts d'infrastructures techniques, RH, etc. Ouais. Et que ce n'est pas parce que l'Internet, c'est virtuel que derrière, tout est virtuel. Les coûts sont bien réels. Les coûts sont virtuels, exactement. Ils sont bien réels. Exactement. C'est clair. Et si on bascule dans un monde où donc il n'y a plus de cookies, enfin en tout cas third party, et donc on est plus sur du sémantique, et la solution qu'a annoncé la Google pour remplacer, donc j'en avais parlé à cette table ronde, il y a plein d'initiatives, de différentes méthodes post-cookie, donc le cookie first party dont on a parlé, l'ID partagé, le SSO, le fait de se loguer, donc ce qui marche bien, le ciblage contextuel que vous faites déjà depuis 10 ans, que vous maîtrisez, et il y avait Flock de Google, qui était une des technos dans la Privacy Sandbox, et donc là ils ont annoncé la fin de Flock pour annoncer Topics. Rapidement, je crois que c'est donc ils font un peu la même chose que vous, j'imagine, Topics, c'est-à-dire comprendre un peu sur un site ce qu'aime l'internaute et inscrire dans le navigateur des topics, des sujets qu'il aime bien pour les utiliser. Qu'est-ce que t'en penses? C'était un mouvement attendu? Flock, c'était vraiment nul? Ça se rapproche de ce que vous faites? Alors, non, Flock, c'était pas nul, c'était juste complexe à mettre en place. C'était des cohortes. Alors, c'était des cohortes. Donc, juste pour rappeler, Flock, c'est Federated Learning of Cohorts, c'est-à-dire l'agrégat, en fait, de navigateurs ensemble pour créer justement des segments, mais dans lesquels on n'a plus accès aux navigateurs de manière individuelle, mais on va regrouper les navigateurs ensemble, anonymisés par rapport à leur navigation dans les 7 derniers jours, les sites qu'ils ont visités et les thématiques qui les intéressent. Stocké où tout ça ?
Tout ça, c'est stocké sur le navigateur de l'internaute, c'est-à-dire que ça ne quitte pas sa machine, D'accord. c'est pas transféré sur des serveurs externes, c'est pas transféré entre acteurs, c'est le navigateur dans cette privacy sandbox qui est le garant de ces données. Et effectivement, il transfère des identifiants de ces flocs. Donc il dit par exemple, ce navigateur appartient au floc 1, 2, 3, 4 qui correspond à tel qui segment, correspond à qui telle intéressera typologie tel d'intérêt. annonceur. Donc, les personnes qui sont dans ce floc sont intéressées par la mode, la bouteille et la santé, par exemple. Donc, ça, c'était les flocs. Et l'avantage des flocs, c'était qu'ils étaient très nombreux. Il y avait 65 000, il y avait un nombre important. Et ils donnaient une grande granularité. Mais effectivement, la complexité était d'un côté légale, puisque le floc correspond à un identifiant, donc il fallait un consentement. Ouais. Mais cette partie-là n'est pas simple Non, on le voit, c'est à obtenir. Et effectivement, les tests qui ont été faits sur les origin trials de Flock ont montré que la complexité, qu'on n'est pas encore prêt pour ce type de solution, et la complexité est très très grande. Et 2023 arrive très vite, d'où effectivement Google est parti sur cette nouvelle proposition qui est Topics, qui vient de sortir très récemment, il y a quelques jours, effectivement, qui elle du coup, alors ce n'est pas du ciblage contextuel, donc ce n'est pas du contextuel, ce n'est pas du sémantique. Ce que Google va faire, c'est qu'il va récupérer effectivement l'URL de la page visitée et par rapport à l'URL va déterminer la nature du site, donc le topic. Le topic va correspondre à une thématique en quelque sorte. La thématique du site, du domaine. Dans l'URL. Exactement, en fait du domaine. Ah, du domaine. Exactement. Donc, quel que soit l'article en fait. Quel que soit l'article que l'on lit. Donc c'est-à-dire que si je vais lire que les articles du PSG sur l'équipe, j'aurai juste le topic sport. Sport, exactement. Donc en fait, c'est ça la partie que le marché trouve un peu limitant. Déjà, on part sur 350 topics dans un premier temps. Google prévoit probablement d'étendre ça par la suite, d'affiner. Mais en tout cas, là aujourd'hui, la proposition elle se base sur 350 topics qui reprennent globalement la taxonomie IAB, Tier 1, les grosses catégories IAB sur le marché qui ont été un peu revues par Google, de manière à coller effectivement un petit peu plus aux actualités du marché et aux besoins. Mais c'est très limitant. Et en fait, le navigateur va encore stocker dans cette privacy sandbox ces topics et il va se baser sur la navigation des 3 précédentes semaines, mais va fournir effectivement, et va mettre à jour toutes les semaines, effectivement sur 3 semaines glissantes, va mettre toutes les semaines à jour ces topics, mais ne va fournir que les 3 topics prépondérants. Alors, et pourquoi 3 ? Alors, c'est une bonne question. Pourquoi pas 50 ? Non, mais exactement, j'essaie de comprendre parce que si tout ça, c'est autour de la privacy, de la data, pourquoi que 3 topics ? Alors, la raison principale, je pense, c'est justement de ne pas revenir à une très grande granularité, parce qu'en fait, dans un topic, on n'aura plus que 1000 navigateurs, et non plus 5000 ou 10 000 ou plus que ça. Et l'objectif, c'est de ne pas pouvoir revenir à une trop grande granularité et un suivi qui va correspondre un petit peu au first party cookie, au third party cookie. Ah. Donc, oui, si tu deviens trop précis, en fait, limite, tu es capable de dire sur un petit échantillon, je peux recouper. Exactement. Et je peux réidentifier la personne. Tout à fait. Okay. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de donner un nombre limité. Et Google va annoncer aussi qu'il y a aussi du bruit introduit dans les topics. C'est-à-dire que de temps en temps, un faux topic va être intégré parmi les vrais, de manière justement à ne pas pouvoir revenir à cette individualisation. D'accord, ils vont essayer, une espèce de... pour fausser un peu et empêcher les gens de réidentifier. Exactement. C'est un contrôle, c'est une espèce de garde-fou. Un contrôle de la privacy, un garde-fou de privacy, exactement, pour garantir la vie privée des internautes derrière. Pour l'instant encore, c'est juste une proposition, donc les topics sont en développement chez Google, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Oui, c'est très très récent. Et on a besoin de tester aussi. Là où effectivement Google a annoncé plutôt un point positif, c'est qu'il travaille avec justement le législateur européen de manière à pouvoir être compatible en Europe et de ne pas compliant, exactement, et de ne pas reproduire le schéma Flock sur lequel en Europe justement on n'a jamais pu les tester réellement puisque c'était pas compliant GDPR et privacy. Donc ils rétropédalent et ils essayent d'abord de passer par la case quelque chose de réglementaire à proposer proposer quelque chose qui est acceptable pour tous les pays. Tout à fait, et que tout le monde puisse tester. Donc effectivement oui, mais il nous reste encore beaucoup de travail parce que les Fledge qui gèrent, donc les topics vont gérer le ciblage large, et on a les Fledge notamment au sein de la Privacy Sandbox qui eux régissent plutôt le côté retargeting et la fidélisation, c'est-à-dire moi annonceur, j'ai des first party cookies, je vais les envoyer à Google qui lui va les transformer en Fledge et qui va me permettre de cibler mes clients, mais toujours de manière agrégée et non pas de manière individuelle. Donc en fait le principe de la Privacy Sandbox reste cette agrégation
de navigateurs de manière à ne jamais pouvoir descendre à un niveau individuel. Et cette introduction de bruit, justement, pour empêcher le fait de revenir à une individualisation précise. Ok. Bon, donc ça, c'est à tester. Je sais pas. Exactement. Est-ce que pour l'utilisateur, ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il en sort gagnant ou Ça, c'est une bonne question. Là où il y a une différence avec les flocks, c'est qu'en fait, les topics sont transparents pour l'utilisateur. Là où... C'est-à-dire qu'il les verra? C'est-à-dire qu'il les verra dans le navigateur Chrome. Il verra qu'il fait partie de topics 1, 2, 3. Et il aura la possibilité de refuser des topics en disant moi je ne veux pas être présent dans le topic sport parce que par exemple j'ai vu quelques sites ces derniers temps mais au final ça ne m'intéresse pas en soi, ce qui permet aussi plus de contrôle de la part de l'internaute, mais il y a aussi un autre côté qui reste à tester qui est l'internaute va devoir les accepter puisque c'est toujours un traitement sur le navigateur, donc sur le device de l'internaute. Donc il y a e-privacy qui rentre en jeu, forcément. Donc là, ce sera un consentement navigateur. Ça sera un consentement navigateur que Google pourra demander probablement au tout début d'installation de Chrome, en disant est-ce que vous acceptez de faire partie des topics, voilà ce que c'est topics, etc. Et qu'on pourra par contre à tout moment retirer. Comme les third-party cookies. C'est-à-dire qu'on aura accès aux topics, on pourra dire je ne veux plus... L'utilisateur, tu veux dire, oui. Exactement, l'utilisateur. Je refuser ne veux plus avoir de topics. Ça reste un tracking. Ça reste un tracking, exactement. Anonymisé, etc. Mais... Exactement. Mais on a plus de transparence pour l'utilisateur et on a aussi plus de pouvoir côté utilisateur de justement refuser ou changer ce qui ne lui convient pas. Donc je pense que oui, déjà de ce côté-là, on a, je pense, plus d'avantages pour l'utilisateur. Reste à voir effectivement comment ils vont accepter tout ça et quand on aura mis en place, quelle est la perception que l'on va avoir. Pour nous, côté publicitaire, par contre, on va avoir beaucoup moins de granularité. Et évident. beaucoup moins et ça de granularité. Change beaucoup. Et je veux dire, parce ça change énormément. Je reprends le parallèle, mais quand il y a la publicité à la télé, alors t'as des trucs qui sont très grossier en termes de segmentation. Évidemment, tu sais que l'après-midi, ça va être la ménagère de plus de 50 ans. Alors, j'exagère, je sais même plus si ce segment existe encore, j'imagine que si, mais tu sais pas réellement qui regarde la télé et pourtant, ça n'a jamais empêché le business, tu vois, la pub marche bien, etc. Évidemment, plus tu as de critères et plus c'est pertinent, mais est-ce qu'avoir 350 critères, c'est déjà pas top? C'est déjà... Non? Mais en fait, il y a plusieurs cas de figure. En fait, on a le branding. Le use case du branding dans lequel c'est pas dérangeant parce qu'on recherche de grosses masses d'intérêt, même si plus on fait du ciblé, mieux c'est parce qu'on évite justement ce côté-là. Moi, ça y est, j'ai acheté mon réfrigérateur, arrêtez de m'en proposer parce que ça m'intéresse plus. Donc même sur le branding, ça peut être dérangeant de pas être ciblé, mais c'est moins dérangeant, disons, dans la totalité parce que quand on fait du branding, on cherche de grosses masses. Par contre, quand on fait de la performance... et quand on veut générer des ventes ou quand on veut générer du chiffre d'affaires, du ROI, là c'est beaucoup plus dérangeant parce que la précision est on est très peu granulaire, la précision est très faible. Et donc tu sais pas quand la personne est prête à acheter. Exactement, ou si elle est vraiment intéressée. Typiquement, il y a beaucoup de news qui sortent sur les voitures électriques. Par curiosité, moi typiquement, je vais les regarder parce que les technologies me semblent intéressantes. J'aime bien voir comment ça évolue, mais en soi, je ne suis pas du tout intéressée pour acheter une voiture électrique. Et donc si je commence à voir de la pub tout le temps sur des voitures électriques, il y a un moment où ça va commencer à vraiment m'énerver parce que ce n'est pas mes centres d'intérêt et je ne vais jamais convertir. Donc quand on recherche effectivement de la performance, c'est beaucoup plus complexe. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, Google n'est pas parti sur du ciblage contextuel. Il est parti sur uniquement utiliser le domaine, ce qui veut dire que le ciblage contextuel prend encore plus de valeur dans cette granularité-là. Oui, pour vous, Weborama, c'est limite plutôt une bonne nouvelle parce que vous êtes hyper complémentaires derrière. Si tu arrives On va pouvoir apporter cette précision-là qui manque, justement, et cette granularité, que ce soit dans les moments de vie, que ce soit dans les intérêts, que ce soit dans les intentions d'achat, et justement faire une complémentarité par rapport à Topics. Et Google a très, très clairement annoncé qu'effectivement, l'objectif de Topics n'était pas de se substituer à ce type d'acteurs. Au contraire, c'était de leur permettre d'apporter toute l'intelligence complémentaire en termes de data pour pouvoir compléter les topics. Google de laisser une part du gâteau. Non, effectivement, et le marché a été très favorablement accueilli justement ce positionnement-là. Et pour toi, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Une peur d'accusation de monopole ou est-ce que c'est... Il y a peut-être à ça, mais Google est quand même depuis l'annonce de la Privacy Sandbox dans une discussion constante avec le marché. Et moi, je vois ça plutôt comme une ouverture dans le fait de justement construire un écosystème avec le marché et non pas contre le marché. Donc ça a l'air d'être plutôt une volonté d'ouverture de Google.
Tout à fait. Et d'embarquer tout l'écosystème pour pouvoir créer des standards qui finalement seront utilisés par tout le marché. Parce que c'est ça qui est l'enjeu derrière, c'est ça. C'est la Privacy Sandbox. Chrome représente plus de 60% en Europe. Des navigations. Des navigations. Et donc c'est important quand même de pouvoir embarquer tout l'écosystème qui va avec. Ouais, c'est clair. À suivre, en tout cas ça va être passionnant à suivre dans les prochains mois, effectivement. Exactement, on arrive à la fin de cet épisode et j'avais encore plein de questions, mais juste sur un peu le futur. Quelle grande transformation tu vois dans la pub numérique? Alors tout ce que on parlait tout à l'heure sur la SSP, DSP me faisait quand même penser un peu à la blockchain, les smart contracts. J'imagine qu'il y a peut-être des choses là-dessus. Je sais pas si tu as parlé des initiatives. Il y a le métavers aussi dont on parle beaucoup. Oui. C'est des choses dont vous parlez à l'IAB, qui toi, titre perso, tu regardes un peu sur la pub. Tu penses que ça va avoir de l'impact? Oui. Si on parle de métavers, la réalité augmentée justement commence à venir dans la publicité. Alors il y a beaucoup d'exemples ces derniers temps de publicité augmentée en offline, à l'extérieur, notamment sur de grands panneaux, et on voit au Japon, en Corée, des trucs magnifiques. Et ça commence doucement en fait à être étudié et on commence à avoir des POC aussi sur le digital. Donc je pense que la réalité augmentée vraiment va être une des prochaines révolutions. Plus effectivement les Oculus, tout l'univers VR, réalité virtuelle, VR. Il peut y avoir pas mal de choses. Également, mais je pense qu'on est un petit peu loin encore. En tout cas, dans l'année qui suit, c'est pas vraiment là où on va avoir l'accent. Là, on a de grosses mutations en ce moment. C'est notamment sur la partie télé, l'arrivée de la télé adressable. C'est là une segmentée grâce à l'IP, enfin grâce à la télé sur IP, etc. Et le fait que prochainement on pourra y accéder, on commence déjà à y avoir accès via le programmatique, mais ça va se développer. Donc tu vendras peut-être de la pub télé 2022-2023. En 2022. Ouais. La CTV, la Connected TV, l'OTT, donc tous les on-the-top services comme Netflix, comme Amazon. Samsung. Et Samsung, exactement. Et toutes les téléconnectées en soi. Mais en fait, ça devient un univers très, très intéressant en termes de publicité et surtout de publicité ciblée qu'on étudie tous sur le marché. Et c'est là où le contextuel aussi arrive sur cette partie-là parce qu'il peut apporter une valeur. Là où sur la télé, depuis le début, ou sur tout ce qui est audio, parce que c'est une des autres tendances, on ne peut pas poser de cookies. Ouais. Donc on est vraiment que sur du contenu. On reste pour l'instant sur du branding et sur peu de personnalisation, finalement, un peu de ciblage. Mais en fait, le contextuel, il va pouvoir apporter que ce soit l'analyse des séquences vidéo, et donc analyser ce qui se passe dans une vidéo pour justement contextualiser la publicité, ou analyser la voix, le speech to text qu'on a déjà aujourd'hui, mais qui est peu utilisé dans la publicité et qui arrive. C'est aussi une évolution qui va permettre justement d'introduire le ciblage et le fait de ne plus s'adresser à tout le monde de la même manière grâce au ciblage contextuel et à l'analyse contextuelle. Donc ça, c'est pour moi de grosses évolutions à suivre à court terme et à long terme, effectivement, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est métaverse, tout ce qui est réalité augmentée. La publicité sera là. La publicité sera là, effectivement. On reste toujours, en fait, la publicité reste toujours incontournable pour permettre effectivement aux internautes d'accéder à des coûts modiques. Et gratuits ou modiques. Ou gratuits ou modiques. Parce que ce que les consommateurs comprennent peu, c'est que derrière tout ça, il y a des technologies coûteuses, beaucoup d'échanges entre serveurs, entre infrastructures, qui coûtent, qui coûtent très cher. Et effectivement, si on devait leur proposer ça au prix du marché, ça ne serait pas possible. Donc la publicité justement permet de financer toutes ces belles évolutions du marché. C'est comme si Google faisait payer un abonnement pour accéder à Google, quoi. Exactement. Je pense que ça changerait un peu la face du monde. Écoute, c'est très clair, c'était passionnant. En tout cas, moi j'ai trouvé passionnant. Donc merci Margarita pour toutes ces infos. Voilà, c'était très riche, plein de choses. Alors j'ai encore plein de questions, mais je ferai peut-être l'occasion de refaire des épisodes puisqu'on l'a vu, la techno, la réglementation bouge beaucoup quand même dans cette industrie, donc il y aura probablement des petits catch-up à faire. Avec grand plaisir. Merci Margarita. Merci beaucoup François. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.